Imaginez un trésor d'une valeur de 500 millions de dollars, une fortune colossale, de quoi acheter des îles privées, des flottes de voitures ou vivre 10 vies sans jamais compter. Et maintenant, imaginez que ce trésor s'est envolé en moins d'1 heure et demie. Pas une goutte de sang versée, aucun coup de feu, pas l'ombre d'un système d'alarme qui se déclenche. Et le plus fou de tout ça, ça s'est passé il y a plus de 30 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, personne, absolument personne, n'a la moindre idée d'où se trouvent ces chefs-d'œuvre. Le FBI tourne en rond, les détectives privés s'arrachent les cheveux, et les cadres originaux dorment encore, complètement vidés sur les murs du musée. Installez-vous confortablement, prenez un café ou de quoi grignoter, parce qu'aujourd'hui on se plonge dans le plus grand vol d'art de toute l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire incroyable, absurde et complètement fascinante du braquage du musée Isabella Stewart Gardner. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter dans le temps et voyager jusqu'à Boston dans le Massachusetts. On est le 17 mars 1990. En ville, c'est la fête de la Saint-Patrick. Les gens célèbrent dans les rues. La bière coule à flot. La police est complètement débordée par l'ambiance festive. Et au milieu de cette effervescence, il y a le musée Isabella Stewart Gardner. C'est pas un musée classique comme le Louvre. C'est une immense demeure privée construite par une riche collectionneuse au 19e siècle, remplie d'étoiles de maître, de sculptures antiques et de trésors inestimables. Mais le problème, c'est la sécurité. En 1990, le système de sécurité du musée est resté bloqué décennies en arrière. Pas d'enregistrement vidéo en direct relié au commissariat, une poignée de détecteurs du mouvement basique. Et pour garder ces 500 millions de dollars de toile de la nuit, des jeunes étudiants engagés comme gardiens de nuit, sans aucune formation tactique ou policier. Ce soir-là, Rick et Richard sont deux gardes. L'un d'eux joue de la guitare dans le hall pour faire passer le temps. Et ils n'ont aucune idée que dans quelques minutes, leur nuit tranquille va basculer dans la légende du crime. Il est 1h24 du matin. La ville dort ou fait la fête. Une camionnette s'arrête discrètement près de l'entrée latérale du musée. Deux hommes en sortent. Ils portent l'uniforme officiel de la police de Boston. Ils sonnent à l'interphone. Le jeune gardien décroche. Au bout du fil, une voix ferme lui dit qu'ils sont la police, qu'ils ont reçu un appel pour du tapage nocturne dans la cour intérieure et qu'ils doivent vérifier les lieux. Et là, première erreur monumentale. Le gardien rend la règle absolue du musée. Il appuie sur le bouton et leur ouvre la porte. Les deux faux policiers entrent dans la halle. L'un d'eux regarde le gardien et lui dit avec assurance que sa tête lui dit quelque chose et qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui et qu'il doit s'adosser au mur. Il tranche directement dans les toiles, arrache les peintures de leur châssis en bois. Le gardien s'exécute sans poser de questions. Complètement paniqué, son collègue arrive subit le même sort. En moins de 5 minutes, les faux flics menottent les deux gardiens, leur mettant du ruban adhésif sur les yeux et la bouche, et le descendent dans la cave du musée, attaché au tuyau du chauffage. À partir de 1h29 du matin, les braqueurs sont seuls dans le musée et ils vont y rester pendant 81 minutes entières. C'est une éternité pour un cambriolage. La plupart des braqueurs restent 3 minutes. Eux, ils prennent tout leur temps. Ils montent dans les galeries. Mais ce qui est fascinant, c'est leur méthode. Ce n'est pas des esthètes délicates. Ils attrapent les cadres, les jettent au sol pour briser le verre et sortent des
scooter. Ils prennent le seul paysage marin connu du peintre Rembrandt, la tempête sur la mer du Galilée. Ils prennent un chef-d'œuvre de Vermeer, sachant qu'il n'existe que 34 de Vermeer dans le monde entier. Mais à côté de ça, ils délaissent des toiles de Botticelli ou de Raphaël qui valaient encore plus cher. Leurs choix sont chaotiques et incompréhensibles. À 2h45 du matin, après avoir effectué les cassettes de sécurité de la soirée, ils font 2 allers-retours vers leur camionnette, ferment la porte derrière eux et s'évaporent dans la nuit du Boston. Au matin, l'équipe du jour arrive et découvre les gardiens toujours ligotés dans la cave. C'est la consternation totale. Le FBI débarque, bloque tout le quartier. C'est le début de 3 décennies de traque, de fausses pistes et de paranoïa. Première piste du FBI, la mafia italienne de Boston et de Nouvelle-Angleterre. C'est l'époque où les familles du crime organisé contrôlent la ville. La théorie, c'est qu'un parrain de la mafia a ordonné le vol pour s'en servir comme monnaie d'échange avec la justice au cas où il se fera arrêter. Mais les figures clés de la mafia sont mortes les unes après les autres, sans jamais lâcher un mot. Deuxième piste, un collectionneur privé à l'autre bout du monde, un milliardaire excentrique qui aura payé des hommes de main pour avoir ses tableaux, cachés dans son bunker secret, juste pour ses yeux à lui. Problème, revendre ses œuvres aussi connues sur le marché noir. C'est techniquement impossible. Ils sont trop célèbres, aucun musée ou acheteur légitime n'en voudrait. Au fil des années, des dizaines d'escrocs ont tenté de réclamer la récompense en fournissant de fausses morceaux de peinture ou de fausses photos. Mais aucun toile n'a jamais refait surface. Pas le moindre indice physique exploitable. Aujourd'hui, si vous visitez le musée Isabella Stewart Gardner à Boston, vous allez constater quelque chose d'unique et de troublant. Dans la salle hollandaise, à l'endroit exact où se trouvaient les toiles de Rembrandt et de Vermeer, les cadres en bois doré sont toujours suspendus, mais ils sont vides. La toile a été découpée, il ne reste que le vide et le tissu mural en arrière-plan. Pourquoi? Parce que dans son testament rédigé au début du XXe siècle, la fondatrice du musée avait stipulé qu'aucun tableau ne devait jamais être déplacé ou remplacé. Le musée a donc décidé de laisser les cadres vides en attendant le retour des œuvres. C'est un mémorial silencieux à ce casse légendaire. Le FBI offre aujourd'hui 10 millions de dollars à quiconque fournira une information permettant de retrouver les toiles en bon état. 10 millions et pourtant le silence reste absolu. Les tableaux sont-ils détruits? Cachés dans un grenier en Europe? Entrés dans le désert? Le mystère reste entier.